Lors d'un gala, traité de domestique par ma belle-mère et moqué par ma femme, je n'avais même pas de chaise. J'ai alors posé mon alliance devant 370 invités. Ils croyaient m'avoir rabaissé, ignorant ce que j'étais sur le point de faire. Le badge nominatif indiquait assistant des services en caractère gras. La mère de ma femme, Éléonore, me l'a enfoncé sur la poitrine avec un sourire à fendre la pierre. Et ma femme, Solène Delacroix, était là, à rire comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle n'ait jamais vue. Nous étions dans la grande salle de bal du Grand Hôtel de la Croix-Rousse, entourés de 370 invités en vêtements de créateurs et arborant des sourires de façade. Et je venais de me voir attribuer mon rôle pour la soirée. Pas en tant que mari, pas en tant que membre de la famille, mais en tant que personnel. La nourriture est pour la famille, Marc, a dit Solène assez fort pour que les gens autour de nous l'entendent. Tu comprends, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé que je fixais une étrangère portant le visage de ma femme. Nous étions mariés depuis 9 ans à construire ce que je pensais être un partenariat, une vie, quelque chose de réel. Mais là, dans cette salle de bal, la voyant rire de mon humiliation, j'ai compris que j'avais vécu dans une histoire qu'elle avait écrite à mon insu. Il n'y avait pas de chaise pour moi à la table familiale. Il l'avait enlevée pendant que nous accueillions les invités. Ma place, celle avec ma carte de nom, avait simplement disparu. À la place, il y avait un espace vide qui aurait aussi bien pu être une déclaration gravée dans la pierre. J'ai tendu la main et j'ai retiré mon alliance. L'anneau en or a attrapé la lumière des lustres au-dessus de nous lorsque je l'ai posé sur la nappe blanche, juste devant Solène et sa mère, Éléonore. Les conversations autour de nous se sont interrompues comme des dominos tombant à l'envers. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Solène, son sourire se figeant. « Je pars, ai-je dit. Tu voulais que je quitte cette table. Considère que c'est fait, de manière permanente. » Je suis sorti de cette salle de bal avec 370 paires d'yeux me brûlant le dos, et je n'ai pas regardé une seule fois en arrière. Ils pensaient m'avoir remis à ma place. Ils pensaient m'avoir enfin montré où je devais être dans la hiérarchie qu'ils avaient construite. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'étais sur le point de faire. Mon nom est Marc Dupont, et c'est l'histoire de la façon dont ma femme et sa famille ont essayé de me détruire lors de leur propre célébration, et comment je leur ai rendu l'appareil sans élever la voix une seule fois. 9 ans plus tôt, j'avais rencontré Solène Delacroix lors d'un gala de bienfaisance locale au centre-ville de Lyon. J'avais 28 ans, je travaillais comme coordinateur de projet pour une entreprise de BTP de taille moyenne, faisant des semaines de 60 heures et me forgeant une réputation de personne capable de résoudre des problèmes qui faisaient abandonner les autres. Solène avait 26 ans, belle de cette manière naturelle qui vous faisait penser qu'elle n'avait jamais eu à travailler pour rien, ce qui s'est avéré plus proche de la vérité que je ne l'avais imaginé. Sa famille était riche, de la vieille fortune, celle qui venait avec des abonnements à des cercles privés exclusifs et des résidences secondaires transmises de génération en génération. Son père, Philippe, avait fait de Delacroix Développement l'une des plus grandes sociétés immobilières commerciales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa mère, Éléonore, venait d'une famille de banquiers et traitait les événements sociaux comme des opérations militaires exigeant une exécution parfaite. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs pendant nos fiançailles, la façon dont Éléonore corrigeait ma tenue de fourchette au dîner, les commentaires désinvoltes sur mes vêtements de travail lorsque j'apparaissais aux événements familiaux sans costume. Les réorientations subtiles lorsque j'essayais de contribuer aux conversations sur les affaires ou les investissements, comme si mes opinions étaient un bruit de fond qu'ils étaient trop polis pour reconnaître directement. Mais j'étais amoureux de Solène, ou du moins de la version d'elle qui existait quand nous étions seuls. Elle était chaleureuse, drôle, me faisait me sentir comme la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce où nous nous trouvions. Ce n'est qu'après le mariage que j'ai commencé à remarquer comment cette chaleur disparaissait dès que sa famille entrait en scène. Le premier incident réel s'est produit 6 mois après notre mariage. Nous étions au dîner du dimanche au domaine de la Croix, leur propriété tentaculaire dans les Monts d'Or, avec des vues qui vous faisaient comprendre pourquoi les gens se battaient pour la terre. Éléonore tenait la cour en bout de table, discutant d'un gala de charité qu'elle organisait, quand j'ai mentionné que mon entreprise venait de remporter un contrat majeur pour rénover le centre de congrès du centre-ville. « C'est bien, Marc » a dit Éléonore sans lever les yeux de son verre de vin. « Solène, as-tu pensé à répondre pour la fête d'anniversaire des Durand ?» C'était comme si je n'avais pas parlé, comme si mes mots avaient été absorbés par le coûteux papier peint et oubliés. Solène n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction, se lançant simplement dans une discussion sur des idées de cadeaux pendant que j'étais assis là,
me demandant si quelqu'un à table m'avait réellement entendu. C'est devenu le schéma. Les réunions de famille où j'étais physiquement présent mais socialement invisible. Les conversations qui coulaient autour de moi comme si j'étais un meuble. La transformation progressive de Solène, passant d'une épouse aimante à quelqu'un qui traitait notre mariage comme un projet secondaire qu'elle avait perdu l'envie de terminer. La partie vraiment insidieuse était la lenteur avec laquelle cela s'est produit. De petites érosions si graduelles que vous ne remarquiez pas que vous étiez au bord d'un précipice jusqu'à ce que vous regardiez en bas et ne voyiez rien d'autre que l'air. Solène a commencé à passer plus de temps chez ses parents. A commencé à prendre des décisions majeures concernant notre vie sans me consulter d'abord. A commencé à me présenter lors d'événements sociaux comme mon mari Marc avec un ton qui suggérait qu'elle était elle-même encore surprise par ce fait. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, j'ai suggéré une thérapie de couple, j'ai proposé que nous partions en vacances, juste nous deux, loin de l'influence de sa famille. Chaque fois, elle acceptait que nous devions travailler sur les choses, promettait de faire des changements, puis retombait dans les mêmes schémas en quelques jours. « Tu es trop sensible », disait-elle quand je soulevais la façon dont sa famille me traitait. Ils ne le pensent pas vraiment. C'est juste leur façon d'être. Mais les gens ne vous rejettent pas et ne vous diminuent pas sans le vouloir. Ce n'est pas quelque chose qui arrive accidentellement. C'est un choix répété encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne le fondement de la façon dont ils vous perçoivent. L'événement qui allait devenir mon point de rupture a commencé 3 mois avant cette humiliation dans la salle de bal. Éléonore a annoncé que la famille de la Croix organiserait son gala de charité annuel au Grand Hôtel de la Croix-Rousse, une collecte de fonds massive qui attirait l'élite lyonnaise et rapportait des centaines de milliers d'euros pour diverses causes. Le thème de cette année était une nuit d'élégance, et Éléonore l'avait planifié avec l'intensité de quelqu'un organisant une petite campagne militaire. « Bien sûr, tu seras là, Marc », a dit Éléonore lors d'un de ses dîners du dimanche. Ce n'était pas une question. Nous aurons besoin d'aide pour gérer la logistique. Tu es doué pour ce genre de choses, n'est-ce pas? J'aurais dû dire non tout de suite. J'aurais dû reconnaître le piège qui se refermait, mais je voulais prouver quelque chose. Je voulais leur montrer que je pouvais apporter une contribution significative à leur monde, même si je n'y étais pas né. Je serais heureux d'aider, ai-je dit. Solène m'a serré la main sous la table, et j'ai cru que c'était un signe de soutien. Avec le recul, j'ai réalisé qu'elle était probablement juste soulagée que j'ai accepté sans résistance. Les 3 mois suivants furent une leçon magistrale sur la façon dont les familles riches maintiennent leur hiérarchie. Éléonore m'a assigné des tâches, bien sûr, mais elles étaient toutes axées sur le service. Coordonner avec les fournisseurs, confirmer les RSVP, vérifier les horaires de livraison, un travail important, mais le genre qui me maintenait en arrière-plan pendant que la famille de la Croix occupait le devant de la scène. Je ne me suis pas plaint. J'ai effectué le travail efficacement, résolu les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises, et j'ai cru que je gagnais le respect par la compétence. Ce que je faisais en réalité, c'était renforcer leur conviction que mon rôle approprié était celui de personnel de soutien pour leurs événements de prestige. Le matin du gala, je me suis levé tôt et j'ai enfilé le smoking que Solène m'avait aidé à choisir. Nous étions allés faire du shopping ensemble, l'un des rares moments des derniers mois où elle semblait réellement engagée avec moi en tant que partenaire. Le smoking me seyait parfaitement. Il me donnait l'air d'appartenir au monde qu'habitait sa famille. « Tu es beau », a dit Solène, ajustant mon nœud papillon dans le miroir de notre chambre. « Tu es magnifique », ai-je répondu, et je le pensais. Elle portait une robe bleu nuit qui coûtait probablement plus que ma première voiture. Ses cheveux étaient relevés pour mettre en valeur les boucles d'oreilles en diamant que son père lui avait offertes pour son dernier anniversaire. Pendant un instant, debout là ensemble dans notre reflet, j'ai pensé que les choses pourraient peut-être s'améliorer. Peut-être que cet événement serait un tournant, une chance de prouver à sa famille que j'étais plus que ce qu'il me donnait de crédit. J'aurais dû savoir mieux. Nous sommes arrivés au Grand Hôtel de la Croix-Rousse 2 heures avant le début de l'événement. La salle de bal était déjà transformée, tout en cristal et en soie, et un éclairage stratégique qui faisait ressembler tout à une photographie d'un magazine de luxe. Éléonore dirigeait les derniers préparatifs comme un général passant en revue ses troupes avant la bataille. « Marc, bien. Vous êtes là ?» a-t-elle dit sans préambule. « Les badges nominatifs viennent d'arriver. Pouvez-vous aider à les trier par attribution de table ?» J'ai passé l'heure suivante à organiser des centaines de petites cartes pendant que la famille de la Croix flottait dans la salle de bal, saluant les premiers arrivants et acceptant les compliments sur le lieu. De temps en temps,
Solène jetait un coup d'œil dans ma direction avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Apologétique. Embarrassée. Elle disparaissait trop vite pour être décryptée. C'est alors qu'Éléonore s'est approchée de moi avec ce badge nominatif à la main. Marc, a-t-elle dit, sa voix portant ce ton particulier que les riches utilisent lorsqu'ils sont sur le point de porter un coup et de l'appeler une faveur. Nous avons eu un petit problème avec les arrangements de place. Nous avons dû faire quelques changements de dernière minute. Elle a pressé le badge contre ma poitrine, et j'ai baissé les yeux pour le lire. Assistant de service. Les mots étaient là en lettres capitales, impossible à mal interpréter. Autour de nous, les conversations commençaient à s'estomper à mesure que les gens remarquaient ce qui se passait. Solène se tenait à 15 mètres, observant. Ne bougeant pas, n'intervenant pas, juste observant. Cela doit être une erreur, ai-je dit, gardant ma voix égale malgré la chaleur montant dans ma poitrine. Aucune erreur, a répondu Éléonore avec un sourire qui semblait presque sympathique si l'on ne remarquait pas le calcul dans ses yeux. Nous avions besoin de quelqu'un pour aider à coordonner avec le personnel de l'hôtel ce soir. Vous avez été si utile avec la logistique. Cela semblait un choix naturel. Solène s'est approchée alors, et pendant une fraction de seconde, j'ai pensé qu'elle allait me défendre. Au lieu de cela, elle a ri. Elle a vraiment ri comme si sa mère avait raconté une blague astucieuse au lieu de rétrograder publiquement son mari. La nourriture est pour la famille, Marc, a-t-elle dit, projetant sa voix juste assez pour que les invités à proximité puissent l'entendre. Tu comprends, n'est-ce pas? Je l'ai regardé et quelque chose de fondamental a basculé en moi. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était une humiliation intentionnelle délivrée par ma femme et sa mère devant des centaines de personnes qui représentaient leur monde social. La table où je m'attendais à m'asseoir était visible de l'endroit où nous nous tenions. Ma carte de nom avait disparu, remplacée par celle de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui appartenait, quelqu'un digne de s'asseoir avec la famille de la Croix. C'est alors que tout a cristallisé avec une clarté parfaite et brutale. Je n'étais pas le partenaire de Solène. J'étais son projet, le garçon de la classe ouvrière qu'elle avait introduit dans le monde de sa famille pour se prouver quelque chose. Et maintenant que la nouveauté s'était estompée, j'étais réaffecté à ma juste place. J'ai tendu la main et j'ai retiré mon alliance. Le mouvement était simple, mécanique, mais il a semblé briser une chaîne dont j'ignorais l'existence. L'anneau en or a atterri sur la nappe blanche avec un petit bruit qui a semblé résonner dans le silence soudain. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé Solène, son sourire vacillant enfin. « Je pars, ai-je dit. Tu voulais que je quitte cette table. Considère que c'est fait, de manière permanente. » Je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'ai pas fait de scène ni prononcé de discours dramatique. J'ai juste tourné et marché vers la sortie de la salle de bal. Mes pas étaient fermes sur le sol de marbre tandis que 370 invités regardaient dans divers états de choc et de confusion. Derrière moi, j'ai entendu Éléonore dire quelque chose à Solène dans un chuchotement sec. J'ai entendu ma femme rire nerveusement et dire « Il fait juste son drama. Il se calmera et reviendra. » Mais je ne revenais pas. Pas à cette salle de bal, pas à cette famille, et pas à un mariage qui avait été construit sur le fondement de ma volonté d'accepter moins que ce que je méritais. Je suis sorti du grand hôtel de la Croix-Rousse et me suis dirigé vers le parking où mon utilitaire était garé, entouré de BMW et de Mercedes. Le contraste ne m'avait jamais dérangé auparavant. Maintenant, il semblait être la preuve de quelque chose que j'aurais dû reconnaître il y a des années. Je suis rentré chez nous, la maison que Solène et moi avions achetée ensemble. Un modeste 2 pièces dans un quartier correct que sa famille n'avait jamais vraiment approuvé. Trop petit, trop ordinaire, trop clairement une maison achetée par quelqu'un qui travaillait pour vivre plutôt que d'hériter d'un fonds fiduciaire. Pour la première fois en 9 ans, j'ai regardé autour de cette maison et je l'ai vue clairement. J'ai vu comment le goût de Solène avait progressivement pris le dessus. Comment l'esthétique de sa famille avait infecté chaque pièce jusqu'à ce que plus rien ne me semble appartenir. Les œuvres d'art au mur étaient des pièces choisies par Éléonore. Les meubles provenaient de magasins avec lesquels Philippe avait des relations d'affaires. Même mon bureau à domicile avait été réorganisé pour correspondre à la vision de Solène de ce à quoi un espace professionnel devrait ressembler. J'avais été effacé de ma propre vie si progressivement que je n'avais même pas remarqué que cela se produisait. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. Pas des listes émotionnelles,
pas des fantasmes de vengeance, mais des évaluations pratiques de ma situation, actifs, dettes, options légales, calendrier de séparation. J'ai travaillé toute la nuit, élaborant une stratégie d'extraction avec la même approche méthodique que j'utiliserais pour n'importe quel projet complexe. À l'aube, j'avais un plan. Solène est rentrée vers 2 heures du matin, c'est pas incertain dans l'escalier. Je l'ai entendue s'arrêter devant la porte de mon bureau, mais elle n'a pas frappé, elle est restée là un instant avant de se diriger vers notre chambre. Le lendemain matin, elle m'a trouvé dans la cuisine, déjà habillée pour le travail. Nous devons parler d'hier soir, a-t-elle dit, en versant du café comme si ce n'était qu'un autre désaccord matinal que nous allions aplanir par la conversation. Non, ai-je répondu. Nous n'avons pas à le faire. Elle a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Marc, tu m'as embarrassé devant tout le monde. Tu ne peux pas simplement quitter un gala de charité comme ça. Regarde-moi le faire encore, ai-je dit, en prenant ma mallette. Je dépose une demande de divorce cette semaine. Mon avocat contactera le tien. La tasse de café de Solène s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Tu n'es pas sérieux. Je suis tout à fait sérieux. J'ai passé 9 ans à être traité comme un accessoire du récit de ta famille. Hier soir n'était que la démonstration finale de quelque chose que j'aurais dû reconnaître il y a des années. Ce mariage est terminé. Marc, tu réagis de manière excessive. Maman ne voulait rien dire avec ce badge. C'était juste un malentendu. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu le calcul dans ses yeux. Elle n'était pas désolée de ce qui s'était passé. Elle était désolée que j'ai réagi d'une manière qui perturbait son récit confortable. Un malentendu, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles ça maintenant? Quoi d'autre cela pourrait-il être? Une humiliation intentionnelle. Une démonstration publique de la façon dont ta famille me perçoit, ton approbation de leur évaluation à travers tes rires et ton silence. Solène a posé sa tasse de café avec un calme forcé. Tu es dramatique. Non, ai-je dit, me dirigeant vers la porte. Je suis clair. Pour la première fois en 9 ans, je vois cette situation exactement telle qu'elle est. Et ce que je vois, c'est que j'ai été marié à quelqu'un qui valorise l'approbation de sa famille plus que ses vœux de mariage. Je l'ai laissé seul dans notre cuisine et je suis allé travailler. Mon patron a immédiatement remarqué que quelque chose était différent. Ça va, Dupont, m'a-t-il demandé, me rattrapant dans le couloir. En fait, ai-je dit. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années. Et je le pensais. Le poids que je portais, l'effort constant d'essayer de m'intégrer dans un espace qui n'était jamais destiné à moi, s'était envolé au moment où j'ai retiré cette bague. Le processus de divorce a été étonnamment rapide une fois que j'ai clairement indiqué que je ne voulais rien de Solène, sauf une séparation nette. Je ne me suis pas battu pour la maison, je n'ai pas exigé de pension alimentaire, je n'ai pas essayé de réclamer une quelconque partie de la fortune de sa famille. Tout ce que je voulais, c'était ma liberté et mon estime de moi. Solène et sa famille s'attendaient à un combat, s'attendaient à ce que je rage, que je plaide ou que j'essaie de regagner leur bonne grâce. Quand je n'ai rien fait de tout cela, quand j'ai simplement traité les documents avec une efficacité clinique, cela a semblé les dérouter plus que n'importe quelle confrontation dramatique n'aurait pu le faire. Éléonore m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux disant que nous devions parler, que la famille était inquiète, que nous pouvions sûrement arranger les choses. J'ai supprimé les 2 messages sans les écouter entièrement. Philippe s'est présenté à mon bureau une fois, son costume coûteux et son attitude de supériorité semblant déplacée dans l'environnement pratique de notre entreprise de construction. Mon patron l'a intercepté avant qu'il n'atteigne mon bureau et l'a poliment mais fermement escorté à l'extérieur. Apparemment, Philippe avait essayé d'expliquer qu'il vérifiait juste la famille, ce qui a incité mon patron à répondre, d'après ce que Marc m'a dit, vous avez cessé de le traiter comme un membre de la famille il y a environ 9 ans. Le divorce a été finalisé 4 mois après cette nuit au Grand Hôtel de la Croix-Rousse. J'ai signé les papiers au bureau de mon avocat, je suis sorti dans un après-midi lyonnais qui semblait plus léger, et j'ai réalisé que j'étais vraiment heureux pour la première fois depuis que je ne m'en souvenais plus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si je m'étais extrait de l'orbite de la famille de la Croix, il n'avait pas tout à fait fini d'essayer de contrôler le récit de mon échec. 2 semaines après le prononcé du divorce, Solène a lancé une campagne de publication sur les réseaux sociaux se présentant comme la partie lésée, des photos de notre mariage avec des légendes sur des promesses non tenues.
des références vagues à mon incapacité à gérer les pressions de notre style de vie, des implications soigneusement formulées selon lesquelles j'aurais abandonné notre mariage pour des désaccords mineurs. Ses amis se sont ralliés à elle avec des commentaires exprimant sympathie et soutien. Le cercle social de la famille Delacroix a resserré les rangs, diffusant leur version des événements à travers le réseau de la haute société lyonnaise. J'ai appris par des connaissances communes que j'étais dépeint comme instable, dramatique, incapable d'apprécier ce que j'avais. Pendant un certain temps, j'ai ignoré, les laissant raconter les histoires qui les arrangeaient sur ce qui s'était passé. J'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer, comme reconstruire une vie qui m'appartenait entièrement. Mais ensuite, j'ai reçu un appel d'un ancien client, un petit entrepreneur dont j'avais géré la rénovation de bureau 3 ans plus tôt. Il avait entendu des choses inquiétantes sur ma fiabilité et voulait savoir s'il devait s'inquiéter de me recommander pour de futurs projets. C'est là que j'ai réalisé que le récit de la famille Delacroix n'était pas seulement des bavardages mondains. Cela commençait à affecter ma réputation professionnelle, ma capacité à gagner ma vie dans une ville où ils avaient une influence significative. Alors, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai écrit l'histoire complète de cette nuit au Grand Hôtel de la Croix-Rousse. Chaque détail, du badge nominatif au rire de ma femme, à la chaise manquante à la table familiale. Je l'ai publié sur les réseaux sociaux sans embellissement, sans fioriture dramatique, juste un compte rendu direct de ce qui s'était passé. La réponse a été immédiate et accablante. En 24 heures, la publication avait été partagée des milliers de fois. Des personnes que je n'avais jamais rencontrées commentaient avec leurs propres histoires d'humiliation par des beaux-parents ou des conjoints, d'abus subtils qui s'étaient accumulés au fil des années. Les amis de la famille Delacroix ont essayé de défendre Solène et Éléonore, mais leurs explications ressemblaient exactement à ce qu'elles étaient, des excuses pour un comportement inexcusable. Les médias locaux se sont emparés de l'histoire. Un journaliste du Progrès m'a contacté pour une interview. J'ai refusé, ayant dit tout ce que j'avais à dire dans cette publication initiale, mais la publicité a suffi à changer complètement le récit. Soudain, la famille Delacroix n'était plus la partie lésée. C'était l'élite riche qui avait humilié un gendre de la classe ouvrière pour son divertissement. Le travail caritatif d'Éléonore a été soumis à un nouvel examen. Les gens ont commencé à se demander si sa philanthropie était sincère ou juste un autre moyen de maintenir son statut social. La présence de Solène sur les réseaux sociaux, autrefois pleine de commentaires de soutien, est devenue hostile. Les gens ont dénoncé son comportement, ont exigé qu'elle aborde ce qu'elle avait fait, ont remis en question comment quelqu'un pouvait rire alors que son conjoint était publiquement humilié. La famille Delacroix est restée silencieuse. Plus de publications vagues sur les réseaux sociaux, plus de campagnes de chuchotement à travers leur réseau social. Ils se sont simplement retirés dans leur monde de cercles privés exclusifs et d'événements où ils pouvaient prétendre que le reste d'entre nous n'existait pas. J'ai tourné la page. J'ai été promu au travail. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un, prudemment cette fois, avec des limites claires et une communication honnête sur ce que je voulais d'une relation. J'ai acheté une petite maison qui m'appartenait entièrement. Décorée exactement comme je le voulais, sans l'esthétique de quelqu'un d'autre influençant l'espace où je vivais. Un an après le divorce, j'ai croisé Solène dans une épicerie. Nous nous sommes figés tous les deux un instant. Puis elle s'est approchée avec quelque chose qui ressemblait à de la nervosité dans les yeux. « Marc » a-t-elle dit. « Comment vas-tu ? » »« Bien » ai-je répondu honnêtement. « Très bien, en fait. J'ai vu l'annonce de ta promotion sur LinkedIn. Félicitations. » Merci. Elle a déplacé son poids, voulant clairement dire quelque chose, mais peinant à trouver les mots. Finalement, a-t-elle demandé. Penses-tu parfois à ce qui s'est passé, à nous ? Parfois, ai-je admis, mais surtout, je pense à ce que j'en ai appris, c'est-à-dire que certaines personnes ne vous respecteront que si vous êtes prêt à partir quand elles ne le font pas. Solène a eu l'air de vouloir répondre, mais j'étais déjà passé devant elle, continuant dans l'allée avec mon chariot de course et ma vie reconstruite. Je ne l'ai plus jamais revue après ça. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait finalement épousé quelqu'un d'une famille riche et approuvée, qu'elle avait eu le genre de mariage dont sa mère avait toujours rêvé, et qu'elle s'était installée dans la vie exacte qu'elle avait été élevée à mener. Tant mieux pour elle. Je le pensais sans amertume ni ressentiment. Elle avait trouvé sa place dans le monde auquel elle appartenait, et j'avais trouvé la mienne dans un monde où les gens étaient valorisés pour ce qu'ils étaient plutôt que pour ce que leur nom de famille pouvait offrir. Le badge nominatif qui a tout déclenché.
Cette étiquette des assistants de service qu'Éléonore avait pressée contre ma poitrine m'a appris quelque chose de précieux. Parfois, la chose la plus cruelle que quelqu'un puisse faire est de vous montrer exactement comment il vous voit. Mais une fois que vous connaissez cette vérité, vous pouvez prendre une décision éclairée quant à savoir si vous voulez rester dans leur champ de vision. J'ai choisi de sortir complètement de cette vision. Et ce faisant, j'ai découvert que la vie dans laquelle j'essayais de m'intégrer ne valait pas le coup de l'entrée. Cette nuit-là au grand hôtel de la Croix-Rousse, lorsque j'ai posé mon alliance sur cette nappe blanche et que je me suis éloigné de 370 regards jugeurs, je n'ai pas détruit le monde de Solène. Je me suis juste retiré d'elle. La destruction qui a suivi, le contre-coup des réseaux sociaux, les réputations endommagées et le retrait discret de l'examen public, tout cela était de leur propre fait. Ils pensaient me remettre à ma place. Au lieu de cela, ils m'ont montré exactement où ma place n'était pas. Et parfois, c'est le plus grand cadeau que quelqu'un puisse vous faire, même s'il n'avait l'intention que de cruauté. Mon nom est Marc Dupont. J'étais marié à une femme qui valorisait les apparences plus que l'intégrité, qui a choisi l'approbation de sa famille plutôt que nos vœux de mariage, qui a ri pendant que j'étais publiquement humilié parce que c'était plus facile que de défendre ce qui était juste. Et je me suis éloigné de tout cela avec rien d'autre que mon estime de moi et ma liberté, ce qui s'est avéré être les seules choses qui comptaient réellement.